Bonjour à tous, Valentin Maillet, je vais vous faire un petit topo sur l'insuffisance rénale chronique. La définition est assez simple, il s'agit soit d'une baisse du débit de filtration glomérulaire évalué par la créatinine, soit d'une anomalie rénale, qu'elle soit structurale ou fonctionnelle, le tout évoluant depuis plus de 3 mois. Donc soit deux valeurs de créatinine pathologique à 3 mois d'écart, soit une protéinurie ou une hématurie évoluant de plus de 3 mois, soit une anomalie structurale ayant une conséquence clinique pareille, constatée à 3 mois d'intervalle. On différencie différents stades dans l'insuffisance rénale chronique. La classification est importante, notamment à visée de suivi des patients, et aussi parce que les mesures thérapeutiques à prendre en charge en fonction des différents stades sont différentes. Le stade 1 correspond à la maladie rénale chronique. Il n'y a pas d'insuffisance rénale à proprement parler à ce stade, puisque le débit de filtration glomérulaire reste supérieur à 90. Il s'agit notamment d'anomalies du sédiment urinaire, donc soit des hématuries, soit des protéinuries évoluant, comme on l'a vu, depuis plus de 3 mois. Ce stade, il est très important de faire un diagnostic étiologique le plus tôt possible dans l'évolution de la maladie, puisqu'après, les lésions de l'ensemble des étiologies vont évoluer vers de la fibrose et de la sclérose, et donc on ne saura pas quelle était la pathologie de base ayant provoqué l'insuffisance rénale. Une autre mesure importante à prendre dès le début de la pathologie est l'éviction des néphrotoxiques et le traitement néphroprotecteur pour éviter bien évidemment l'évolution vers les stades suivants. Le stade 2 correspond à une insuffisance rénale à proprement parler, étant donné qu'on a un débit de filtration qui est inférieur à 90. La prise en charge ne change pas. À partir du stade 3, on commence à voir apparaître les complications de la maladie rénale chronique. Elle est divisée en deux stades, 3A, 3B, simplement au niveau de la prise en charge. À partir du stade 3B, on réalise une préservation du capital veineux d'un des deux bras du patient et une vaccination contre l'hépatite B. Ces deux mesures étant en vue d'une mise en hémodialyse du patient par la suite, et donc il faut préserver un bras en vue de créer une fistule artério-veineuse. Le stade 4 concerne l'insuffisance rénale sévère avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30. À partir de ce stade-là, on sait que la maladie va très probablement évoluer vers une insuffisance rénale terminale ayant besoin d'une méthode de suppléance. Et il faut donc, dès ce stade, prévoir les différentes options, soit l'hémodialyse, soit la dialyse péritonéale, soit la greffe rénale. À partir du stade 5, soit un débit de filtration inférieur à 15, il est possible d'inscrire le patient sur liste de greffe. Et généralement, la dialyse débute peu après, mais cette dernière ne doit jamais débuter sur un simple chiffre de créatinine, mais plutôt sur les symptômes du patient. Les étiologies sont par moitié représentées par des pathologies très fréquentes, parce qu'on retrouve plus de 30% de diabète, essentiellement des diabètes de type 2, et 25% de néphropathie vasculaire. Dans leur immense majorité, il s'agit de néphropathie hypertensive due à une hypertension artérielle chronique. On retrouve 10% de pathologies glomérulaires, 8% de pathologies héréditaires, principalement la polykystose rénale autosomique dominante. Enfin, 5% de néphropathies interstitielles qui contiennent aussi les néphropathies obstructives. Et comme vous pouvez le voir, il y a 20% de néphropathies indéterminées. C'est des patients pour lesquels on arrive trop tard, les lésions sont déjà trop évoluées et on ne peut pas savoir quelle est la pathologie de base. Le bilan étiologique va chercher à mettre en évidence ces différentes causes. Donc évidemment, on commence toujours par un examen clinique avec notamment prise de la tension artérielle pour rechercher certes une néphropathie hypertensive, mais aussi une pathologie glomérulaire s'il y a présence de signes extra-rénaux, néphropathie interstitielle si on retrouve à l'interrogatoire un syndrome polyuropolydipsique, et l'interrogatoire permet aussi de mettre en évidence l'ensemble des causes, notamment héréditaires ou interstitielles. L'échographie rénale est systématique pour enlever toute cause organique, notamment des pathologies prostatiques qui provoquent une dilatation chronique des voies calicielles, et aussi la recherche de causes interstitielles. La protéinurie permet de dépister les néphropathies glomérulaires. En cas de positivité de la protéinurie, on fera systématiquement une électrophorèse des protéines urinaires. Elle permet aussi de détecter certaines néphropathies interstitielles. L'électrophorèse des protéines sériques est systématique dans le bilan découvert d'une insuffisance rénale à la recherche d'un myélome. Le sédiment urinaire, qui correspond tout simplement à la recherche de leucocytes ou d'hématies au niveau des urines, permet de dépister des pathologies glomérulaires ou interstitielles. La protéinurie en cas de cause glomérulaire, la leucocyturie en cas de cause interstitielle. Et enfin, on l'a vu, la principale cause de néphropathie, c'est le diabète, donc la glycémie est évidemment systématique. On va parler maintenant des mesures de néphroprotection. C'est un terme
très vaste, mais qui correspond à l'essentiel du traitement de vos patients en insuffisance rénale chronique. Tout d'abord, une des mesures phares est la lutte contre l'hypertension et la protéinurie. Les patients sous hémodialyse doivent avoir une restriction sodée, environ 6 grammes par jour. Un bon moyen de voir si votre patient est observant, c'est de faire une mesure de la natriurèse. On sait que 17 millimoles de sodium dans les urines correspond à la prise d'1 gramme de sel per os. Donc avec une simple mesure des urines de 24 heures, on peut savoir si le régime sans sel est bien respecté. Si ces mesures hygiéno-diététiques ne sont pas suffisantes, on peut prescrire des bloqueurs du système rénine-angiotensine, donc notamment les inhibiteurs d'enzymes de conversion et les ARA2, les inhibiteurs d'enzymes de conversion en première intention. Les objectifs au niveau de la tension, il y a eu de nombreuses controverses. On considère maintenant que c'est les mêmes que dans la population générale, soit 140-90. La protéinurie, elle, doit être inférieure à 0,5 g par 24 heures. Pour les IEC comme pour les ARA2, on commence à des doses faibles et on monte petit à petit jusqu'à atteindre ces cibles sans qu'il y ait d'effets indésirables de ces traitements, notamment des hypotensions. On prévient tout épisode d'insuffisance rénale aiguë surajouté à l'insuffisance rénale chronique qui aura un rôle péjoratif dans l'évolution de la maladie chronique. C'est principalement des insuffisances rénales fonctionnelles. Pour ça, on évite tout épisode de déshydratation extracellulaire et on met en place des mesures d'éviction des néphrotoxiques. Les deux principaux qui pourront vous être demandés à l'internat, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont tout simplement à proscrire chez les patients insuffisants rénaux, et les produits de contraste iodés. Pour l'iode, on considère qu'en dessous de 30, on évite de faire un scanner avec injection, et entre 30 et 60, on met en place des mesures d'hydratation avant et après la réalisation de l'examen. Le gadolinium a un rôle plus controversé, dans le doute, mieux vaut quand même s'abstenir. Les autres traitements pouvant être néphrotoxiques correspondent aux antibiotiques et notamment les aminosides et les traitements neuroleptiques, notamment le lithium. Enfin, comme tout patient, il faut des mesures diététiques. La dénutrition est un des principaux facteurs de gravité de l'insuffisance rénale chronique. Il faut donc des apports entre 30 et 35 kcal par jour. En revanche, on conseille aux patients une restriction protéique modérée avec des apports entre 0,8 et 1 g par jour. Enfin, comme tout patient à risque, il faut arrêter le tabac, prendre en charge le diabète en cas de néphropathie diabétique, prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire en cas de néphropathie hypertensive, etc. On va voir maintenant les principales complications de l'insuffisance rénale chronique que vous allez devoir suivre et traiter tout au long de la prise en charge de votre patient. Tout d'abord, les complications cardiovasculaires. L'hypertension chez un patient insuffisant rénale chronique est principalement volodépendante, c'est-à-dire due à une surcharge hydrosodée de l'organisme. De ce fait, à la fois la restriction sodée, les diurétiques et les bloqueurs du système rénine-angiotensine ont une très bonne efficacité chez ces patients. L'athérosclérose, elle, reprend les mêmes mécanismes physiopathologiques que dans la population générale. En revanche, elle apparaît de façon beaucoup plus précoce. Enfin, au niveau cardiaque, on retrouve une hypertrophie du ventricule gauche en partie due à l'hypertension artérielle et des calcifications valvulaires et coronaires qui aggravent les facteurs de risque cardiovasculaire de votre patient. En effet, on considère que l'insuffisance rénale chronique est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Au niveau hématologique, on retrouve principalement une anémie qui est due à un défaut de sécrétion de l'EPO. Il s'agit d'une hormone sécrétée au niveau rénal, au niveau tubulaire. En cas d'insuffisance rénale, on a un défaut de sécrétion d'érythropoïétine et on se retrouve donc avec une anémie qui est arégénérative, normochrome, normocytaire. On retrouve des troubles de l'hémostase concernant principalement l'hémostase primaire. C'est pour ça qu'avant toute biopsie, on fait un temps de saignement chez ces patients. Enfin, petit rappel, les héparines de bas poids moléculaire comme le Lovenox sont contre-indiquées en cas de débit de filtration inférieur à 30. Une des complications peut-être les plus dures à comprendre sont les complications phosphocalciques. Tout part d'un défaut d'hydroxylation de la vitamine D par le rein et qui ne produit donc pas la forme active de la vitamine D, la 1,25 OHD3. Cette hypovitaminose D va dans un premier temps provoquer une hypocalcémie transitoire compensée par une hyperparathyroïdie secondaire. Vous savez que la parathormone est produite par les glandes parathyroïdes qui ont un effet à la fois hypercalcémiant et hypophosphatémiant. Cette hyperparathyroïdie va être aggravée par l'hyperphosphatémie et l'acidose métabolique que ces patients présentent dû à un défaut d'élimination par les reins à la fois du phosphore et des charges acides.
On se retrouve donc avec une hyperparathyroïdie secondaire due à l'ensemble de ces troubles, qui va par la suite, si elle est inefficace, se traduire par une hypocalcémie qui est plus tardive, généralement au stade d'insuffisance rénale terminale. Deux principales conséquences au niveau de l'organisme. Tout d'abord, l'ostéomalacie, principalement due à l'hypovitaminose D. Il s'agit d'un défaut de minéralisation de votre os. C'est comme vous le savez, la vitamine D a pour rôle d'aider à fixer les complexes phosphocalciques au niveau des os. Et donc vous avez vos travées osseuses qui sont présentes, mais il y a un défaut de minéralisation de vos os, et donc des os plus fragiles. A l'inverse, il existe aussi l'ostéite fibreuse qui, elle, va être due à l'hyperparathyroïdie. La parathormone, comme on l'a vu, est une hormone hypercalcémiante, et pour augmenter la calcémie sanguine, elle va puiser le calcium dans sa principale réserve, les os, et donc provoquer une résorption osseuse. Donc vous avez des os de bonne qualité au départ, néanmoins ils vont être résorbés principalement à leur extrémité via l'action de la parathormone. Là on retrouve aussi des douleurs, on peut retrouver des fractures pathologiques, et à la radio on ne retrouvera pas de déminéralisation, mais une résorption des extrémités osseuses, la plus connue étant la résorption des houppes phalangiennes au niveau des mains et des pieds. Le traitement de ces complications phosphocalciques passe dans un premier temps par une correction de l'hyperphosphatémie, en diminuant les apports via des régimes hypophosphatémiants, et si cela est insuffisant, par des complexants du phosphore, qui soient hyper ou pas calcémiants. On peut retrouver le Renvela, le Calcidia, il y en a plein d'autres. Ensuite, et seulement après avoir corrigé l'hyperphosphatémie, on peut donner à ces patients des apports en vitamine D, donc classiquement l'UV-dose ou des prises tous les jours. Enfin, comme nous l'avons vu, la calcémie est la variable à être modifiée en dernier. En cas d'hypocalcémie persistante malgré la correction à la fois du phosphore et de la vitamine D, on peut donner aux patients des gélules de calcium, même si on préfère un traitement entre guillemets naturel par des apports calciques suffisants. Les objectifs, c'est d'avoir une calcémie normale, c'est ça le plus important, une phosphorémie inférieure à 1,5 mmol par litre et une parathormone entre 2 et 9 fois la normale. Enfin, un petit mot sur les autres complications. L'acidose métabolique, qui est due à un défaut d'élimination des charges acides par le rein. Comme on l'a vu, elle aggrave le catabolisme protéique, elle provoque des lésions osseuses, et elle est aussi à l'origine d'une hyperkaliémie. Le traitement, c'est du bicarbonate de sodium en gélule. L'hyperkaliémie est due, elle aussi, à un défaut d'excrétion. On conseille aux patients une limitation des apports. Si cela est insuffisant, on peut prescrire des résines échangeuses d'ions, la plus connue étant le kaexalate. La dénutrition, on l'a vu tout à l'heure, est un marqueur pronostique majeur dans l'insuffisance rénale chronique. Enfin, ces patients présentent un déficit immunitaire secondaire, ce pourquoi il faut les vacciner à la fois contre l'hépatite B et contre la grippe de façon annuelle et de façon assez précoce dans l'évolution de la maladie, puisqu'on sait qu'en cas de déficit immunitaire trop important, les vaccins ont une efficacité moins importante. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.